Bonsoir, bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour cette 71e édition de Radio Atleti. On est là à 23h12 pour débriefer ce match nul, finalement un partout entre l'Atlético et Manchester United. Un but de Joe Félix en début de rencontre, un but d'Elanga pour égaliser pour les Mancuniens. Et on va parler de tout ce qui s'est passé. Vous êtes déjà nombreux ce soir, c'est cool. Merci d'être là en ce mercredi. Pour m'accompagner, trois chroniqueurs ce soir. Tout d'abord, Loris, comment ça va Loris? Ça va, ça fait plaisir, surtout les ça a fait plaisir de 19h quand on a vu l'ambiance, d'avant-match, au Wanda. On n'avait plus vu ça depuis, un certain Liverpool ou sinon, il y a beaucoup de choses à dire intéressantes sur le match. Je pense qu'on doit être plus positif que négatif. C'est le discours qu'on va tenir, je pense, ce soir. Et pour rebondir sur ce que tu disais déjà, c'est vrai que l'année passée, rappelez-vous, la Chico a fait son match aller sur un terrain neutre à Bucarest. Donc c'est vrai que depuis le huitième de finale, ce fameux huitième contre Liverpool, il n'y avait plus une grande ambiance comme celle-là en Ligue des Champions, huitième de finale. Jayan, tu es de retour, comment ça va? Bah ça va, hein, malgré le 1-1 et le scénario quelque peu cruel. Honnêtement, moi je suis quand même heureux, je suis quand même satisfait de cette soirée. Voilà, hein, on y croit, hein, dans 3 semaines, on va pouvoir faire un match patron à Old Trafford voilà, nunca des reste d'éclair, hein, on y croit. On Ça y c'est croit. très bien, ça c'est très bien. Et enfin Mathieu, comment ça va Mathieu? Ouais, salut à tous. Écoute, ça va. J'ai quand même l'impression que sans en faire trop, l'état d'esprit de la petite équipe qu'on est là ce soir est quand même assez optimiste. Non pas qu'on sous-estime le match retour, mais voilà, il y a quand même des belles choses qu'on a vues ce soir, même si tout n'était pas parfait à l'image du deuxième but. Et bah écoute, vu ce qu'on a vu ces derniers matchs, ça fait plaisir de voir des ambiances comme ça, des soirées comme ça, et du football comme ça quand même sur la première période, au moins. Et oui, donc les commentaires qui ressortent déjà, évidemment, oui, un peu déçu vraiment de la deuxième mi-temps, un scénario assez cruel, etc. Félix Kondogbia Lodi exceptionnel, c'est le programme, évidemment, hein, le débrief, le top, les flops, on va parler de tout ça, évidemment, durant cette petite heure qui suit. Bon, messieurs, débrief et la compo qui était vraiment attendue parce qu'il y a eu quelques points d'interrogation depuis ce week-end avec Coquet qui s'est blessé récemment, donc on savait qu'il n'allait pas être titularisé, des joueurs incertains comme De Paul qui est venu tout juste, Lemar qui est revenu tout juste, mais finalement Simeone tombe prône un 3-5-2, Black dans les buts, la défense à 3. Là je suis sur le débrief de Retafe, comme quoi je m'embrouille dans mes notes, il y a tellement de feuilles, donc je me dis que c'est quoi cette compo qui n'a pas eu lieu ce soir. Voilà, j'ai le bon papier. Donc Oblak dans les buts évidemment, Renildo, Jiménez, Savic dans la défense à 3. Finalement des pistons, le Versace Colodi, un entrejeu, on va beaucoup en parler, Kondogbia, Herrera ainsi que Llorente, et forcément un duo d'attaque aujourd'hui, Félix Correa. Côté mancunien, sur papier au début, ils avaient affiché ça en 4-2-3-1, c'était plus un 4-3-3, hein. D'abord avec De Gea forcément dans les buts, Luke Shaw, Maguire, Varane dans les défenses centrales, Lindelof avait commencé au poste de latéral droit, on avait un trio au milieu de terrain, Fred plus en sentinelle, Pogba, Bruno Fernandes, c'était un trio d'attaque, ensuite en première mi-temps, Rashford, Sancho et le grand Cristiano Ronaldo. Bon, Mathieu, je te lance sur cette compo. Finalement, c'est vrai qu'elle était attendue avec des choix inédits parce que combien de fois on a critiqué Lodi, piston gauche, au cours de la séance passée, ce n'est plus possible. Il avait sombré à Séville, au FC Séville, on s'en souvient. Et finalement, aujourd'hui, ben, ce choix est quasiment payant avec cette compo inédite. Ouais, et bah, moi je vais vous dire, même avant le match, de toute façon, on en parlait un petit peu en off. Je verrai si mes collègues ce soir vont me suivre, mais moi j'étais plutôt enthousiaste quand j'ai vu la compo sortir, parce que enthousiaste pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y avait des visages qu'on voulait voir ce soir. Je pense évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais à l'attaque à deux, Correa Félix, déjà qui fait bien plaisir. Mhm. Voilà, le retour d'une défense, mine de rien, même si elle est à 3 et qu'elle fait un petit peu peur, hein. Une défense avec des noms qui effectivement nous rassurent, hein. Jiménez, Savic, ça faisait un moment qu'on les avait pas vus dans des grandes soirées. Et Renildo Et qui puis, prend une place à d'Hermoso, hein, si on compare à celle de la saison bah, quelque passée. part, oui, Ouais, ouais, dans ouais. le rythme, dans la dynamique, c'est pas immérité. Mhm. En revanche, moi, je pense que ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est en un le fait que Simeone ose, parce que clairement, cette tactique-là, cette composition-là, elle est pas faite pour attendre l'adversaire, et on l'a vu en début de match. Et puis la titularisation de Lodi, étonnamment, comme tu disais, par rapport à ce qu'on avait comme impression en saison passée, et ben le fait de le voir si haut sur le terrain, vis-à-vis de ses dernières performances, de là où il a été bon, des soirées dans lesquelles il a performé, et ben moi j'avais hâte de le voir, et j'ai pas été déçu. Pour les autres, messieurs, il fallait titulariser comme ça Kondogbia aujourd'hui. Forcément, oui, mais c'était le style qu'il fallait en numéro 6 aujourd'hui. Bah, je ne sais pas qui tu peux mettre, je pense que Simone a un peu pas le choix parce que je sais pas Il y qui avait tu peux De mettre en Paul 6 si Lemar, tu pas hein. évoqué. Il y avait De Paul Lemar aussi, hein.
Et Herrera? mais tu mets pas les mains en 6, Pas du tout. rassure-moi. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Et De Paul, je pense pas que c'est un 6 De Paul. Je pense que De Paul doit plus occuper les places comme celle que Llorente occupait aujourd'hui, mais Llorente a fait tellement un bon match et je pense que Llorente est tellement rentré vite dans la hiérarchie de Simeone qu'il n'est pas déboulonnable. C'est vrai qu'en mettant Vesajko piston droit, on retrouvait un Llorente plus en milieu intérieur droit comme ça. Déjà aussi assez offensif, on l'a vu tenter ces fameuses courses qui le caractérisaient l'année passée. Bon, ça n'a pas tout le temps fonctionné, on y revient. Mais finalement, messieurs, ce milieu, on va en parler. Kondogbia Herrera a très bien fonctionné aujourd'hui. Peut-être au détriment, Giant, de Coquet. C'est quand même le débat ici que peut lancer cette compo de départ. Et au vu de ce qu'on a vu, Coquet, est-ce que sa hiérarchie est en danger, justement, lui qui a un statut au club? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, honnêtement, enfin, quand je vois le match de Kondogbia aujourd'hui, alors honnêtement, déjà, il y a un truc que j'aurais. Bon, on ne saura peut-être jamais, hein, mais c'est est-ce que si Coquet était physiquement apte, il aurait joué? Je pense que oui. Maintenant, quand je vois le match aujourd'hui que Kondogbia a sorti et les derniers mois de Coquet, je dis pas que Coquet va perdre sa place, mais je pense que voilà, dans Simeone peut-être commence à se dire voilà, Kondogbia en 6, c'est quand même fort quand même. Alors que Coquet était en 6 quasiment toute la saison passée, on s'en souvient. Donc voilà, il risque d'avoir peut-être un basculement dans la hiérarchie des milieux de terrain au vu du match ce soir. On verra hein, les indications déjà ce week-end. Moi, Ah, oui. David, je pourrais vite aller sur le Capitana en général, Mhm. parce que j'ai relevé quelque chose qui me semble intéressant. On t'écoute, on t'écoute. Et est-ce que vous m'entendez toujours? Bien sûr. Attends. Mhm. Ah, Ah, petit problème avec c'est donc Loris. Loris qui nous entend plus. Si je peux prendre un commentaire en attendant pour combler Vas-y, vas-y, rapidement. vas-y, vas-y. Vous m'entendez? J'aime bien la question qu'il nous est posée. Perso, j'ai plus eu l'impression que Lodi jouait en milieu gauche. D'ailleurs, il me semble qu'à la télé, ils ont mis un 4-4-2. Oui, c'est toujours l'Atlético qui, effectivement, comment dire, est capable de changer voilà, en phase Mhm. défensive, phase offensive. Mais en tout cas, voilà, l'idée que je prenais tout à l'heure et qui rejoint un petit peu ce commentaire, c'est que ce soit dans un 4-4-2 ou dans un 3-5-2, dans l'animation, le fait de voir Lodi plus haut, de toute façon, on l'a vu, c'était une bonne nouvelle. Ouais, ouais. Dans tous les cas, Et puis même sur certaines phases, on voyait clairement que c'était Renildo dans ce fameux voilà, défense à gauche qui lançait Lodi sur le côté. Bref, ça s'est vu plusieurs fois. Offensivement, du moins, ils attaquaient dans ce dispositif-là. Bien, on va commencer le débrief, hein, sinon on va quand même traîner. Loris, s'il revient, il reviendra. Mais voilà, on a que Jayan et Mathieu. C'est bon, je suis là. Ah, Tu vas-y m'entends? Loris, oui, on t'entend bien. Est-ce que tu nous On entends? va juste parler du Capitana vite fait, Oui, parce qu'en absence de Coquet, c'est Oblak qui prend le le brassard, mais on brassard. sait que pour moi, un gardien, un capitaine, pour moi, c'est quasi impossible parce que tu ne peux pas communiquer assez aisément avec tes joueurs. Et j'aimerais revenir sur le rôle que Simeone a éparpillé les rôles. Donc, il a donné à Correa, qui est tout ce qui est gestion du pressing. Correa qui a fait un très gros match défensif. Ouais. Je pense que c'est la première fois que je vois un Correa aussi bon défensivement et assez absent offensivement, mais à contrario. Et un Llorente qui était plus dans son rôle d'aller vers l'arbitrage et donner des ordres. Le nombre de fois où il a été vers l'arbitre se plaindre ou même donner des ordres à ses coéquipiers est assez impressionnant. Et je pense, D'ailleurs, il mérite son je voulais jaune, juste hein, revenir. pour être honnête. Oui, oui, Oui. mais je Il pense mérite que son jaune. Simeone a établi une hiérarchie d'après, je vais pas dire d'après, c'est un gros mot, mais quand Coquet est pas là, quoi. Mhm. Ouais, ouais, Et on je pense verra. que c'est des détails. C'est ça que vraiment les prochains matchs vont être intéressants, voir si Coquet conserve ce statut d'intouchable aux yeux du coach et vraiment voir les compos au milieu de terrain, comment elles vont évoluer, ça va être super intéressant et c'est dès samedi face au Celta Vigo évidemment. Bon, allez, rentrons quand même dans... Après, David, Oui. juste un truc, tu vois. Peu importe, entre guillemets, le statut que Coquet aura quand il reviendra. Mhm. Pour moi, alors ça, après, c'est toi qui le pense, mais pour moi, je remettrais par contre, quoi qu'il arrive, Kondogbia au match retour. Parce Oui, que, oui, c'est pour ça qu'il fallait pas qu'il prenne son deuxième jaune qui était, enfin son jaune ça, synonyme de suspension. Comme donc bien pareil, c'est indispensable. Voilà, donc oui, donc Kondogbia en pare-choc comme ça, il a été impeccable. Ben, on y revient, on va le décomposer, à mon avis, on va bien analyser sa prestation. Première mi-temps, bon, on parlait de ce fameux quart d'heure, messieurs. Mathieu, ce qu'on a vu dans le premier quart d'heure, c'est en effet, enfin, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on avait déjà aussi peu vu cette saison, une équipe qui ose et qui met le paquet directement pour prendre l'avance au marquoir. C'est vraiment ce qu'on a et ben vu. exactement. Ce premier quart d'heure, c'est tout ce qu'on attendait de cette équipe depuis le début de la saison. C'est tout ce qu'on attendait de cette équipe dans l'envie, dans l'intention, au-delà de l'ouverture du score qu'on va décrypter, qui est effectivement très important sur le plan évidemment comptable.
Mais en dehors de ça, c'est vrai que dans l'intention, il y a du pressing, il y a de l'envie, il y a des joueurs qui vont vers l'avant, il y a des joueurs qui prennent des risques, que ce soit dans les sorties de balles, que ce soit dans les impacts. Et même le fait qu'ils fassent des fautes, dans l'absolu, c'est quelque chose qui m'a plu parce que dans un match de Ligue des Champions comme ça, contre des grands joueurs comme ça en face sur le terrain, il faut montrer qu'on est présent, il faut montrer qu'on a de l'impact. Et je pense que, sincèrement, c'est la meilleure entame de match de la saison, la meilleure entame de match depuis bien longtemps en Coupe d'Europe pour l'Atlético. Et c'est tout ce qu'on aime, en fait. C'est tout ce qu'on aime dans cette équipe, la hargne, l'envie. Et tactiquement, c'était super, super, super solide. On peut la comparer avec un petit peu moins de rythme, hein, forcément, mais à celle de Retafe, quand ils menaient à 2-0 après 27 minutes, ils étaient bien aussi rentrés dans le match. Bon, ici, ça se confirme directement. Après 3 minutes, vous avez déjà une occasion que se procure l'Atlético avec Jiménez, un ballon qui traîne dans la surface après déjà un corner seulement après quelques instants. Bon, Lindelof est bien attentif et tacle et compte contre ce tir de Jiménez. Et puis 4 minutes plus tard, Loris, c'est déjà la magie. Suite à un deuxième corner, il y a une phase qui se construit côté gauche et là, la magie opère côté Colchonero. Oui, il y a un corner, le ballon est dégagé un peu de manière dégueulasse, on peut le dire. Et personne ne va au pressing sur Lodi. Ils ne ressortent pas sur le corner, ils restent dans leur surface. J'ai pas trop compris. Et du coup, Lodi a le temps de se retourner, de se mettre sur son bon pied, de centrer. Et le centre est parfait. Et la tête de Félix à la Van Persie est incroyable aussi. Cette tête plongeante, elle est, elle est inarrêtable, je pense. De Réa ne bouge même pas. De Réa est resté scotché. Il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire, le poteau Non, non, rentrant, il peut rien mais... faire. Là, si tu veux trouver une faute là, défensive, je pense que sur le centre, les défenseurs savent rien faire. La faute, c'est que tout simplement à la base du corner, ils ne sont pas de leur grand rectangle. Tous les défenseurs de Manu restent dans leur rectangle, ça c'est pas normal. Ouais, et surtout, en fait, dans ce premier quart d'heure, Jan, je sais pas ce que tu penses, mais Manchester United rentre un petit peu dans le match très tardivement. En fait, finalement, ils sont directement pris à la gorge et ils ne savent pas réagir. L'Atlético est quasiment sur tous les ballons, ils récupèrent tout. C'est ça, on est sur tous les ballons. D'ailleurs, on voit le nombre de courses que nos joueurs ont effectuées. À chaque fois qu'ils avaient la balle, ils faisaient 1, 2, 3 passes, mais ils la perdaient quasi systématiquement. À chaque fois, on avait un compte Dogbia très fort qui récupérait un nombre incalculable de ballons. On a vu même Correa aussi se prêter à la tâche. On a vu tous nos joueurs à chaque fois comme une machine, entre guillemets, qui a asphyxié United pendant un quart d'heure. Ils n'ont pas vu le jour, United. Ils n'ont pas eu d'occasion, ils n'ont rien eu quasiment. Et alors, ce n'est pas non plus un rouleau compresseur pendant les 45 minutes, même si voilà, la mi-temps de Manchester est facile à débriefer, à part une frappe déviée, je pense, de Bruno Fernandes qui a donné un corner. Manchester n'a pas su combiner, n'arrivait pas à mettre le rythme, etc. Ne s'est pas procuré finalement une seule occasion durant les 45 premières minutes. Bon, voilà, comme je disais, l'Atlético, c'était plutôt de la gestion, un grand Kondogbia au milieu de terrain, Herrera et ses transversales assez précises. D'ailleurs, on a une belle action à un 34e, un Herrera avec une superbe transversale sur la gauche, Lodi et ses merveilleux contrôles sur ses transversales. Donc là, il faut quand même le souligner, qui tente une frappe dans un coin impossible. Bon, ça ne surprend pas Derrea. Et puis, je dirais que pour terminer cette première mi-temps, rapidement, le tournant du match, Mathieu, premier tournant du match, c'est cette la touche trouvée par Versalco, elle est avec l'aide de Lindelof. Bon, qu'est-ce qui se passe sur cette action? C'est un petit peu confus, mais finalement, c'est quand même un tournant du match super important. Ouais, bah, c'est encore un centre qui vient de la gauche. De toute façon, le jeu a beaucoup, beaucoup penché sur le côté gauche, pardon, dans cette première période. Versalco a pas vu beaucoup de ballons finalement dans la construction ou dans le dernier geste. Et puis, oui, effectivement, cafouillage. Alors, ça passe devant tout le monde. C'est un petit peu touché. Versalco, en fait, qui veut pas du tout, on a vu le ralenti, qui veut pas du tout la mettre vers le but, ou en tout cas pas du tout à cet endroit-là. La balle rebondit sur le visage de Maguire. D'ailleurs, au ralenti, c'est un petit peu cruel de voir à quel point il la dévie sans faire exprès. Et effectivement, oui, c'est le tournant du match, tu as bien raison, parce que s'il y a ce deuxième but, la deuxième mi-temps qu'on voit, elle n'a pas du tout le même visage, c'est quasiment certain. Et oui, ça aurait scellé un petit peu la réussite de l'Atleti, ça aurait récompensé un petit peu cet apport, cet effort-là qui a été consenti pendant 45 minutes. Voilà, c'est aussi à l'image de cette saison, je dirais, ce petit manque de réussite voilà, du niveau qui est évidemment bien plus faible que l'an passé, quoi. Et cette action vient aussi d'un coup de pied arrêté obtenu par l'Atlético côté gauche. Herrera qui, assez seul, trouve Lodi dans la profondeur sur le flanc gauche. Les défenseurs de Manchester et même les joueurs ne suivent pas et voilà, sont qui subissent une occasion de manière assez incroyable. Mais bon, voilà, ça a failli faire mouche et malheureusement, pas de réussite pour l'Atlético, un petit peu de réussite pour Manchester. Sur cette action. Bref, sur cette première mi-temps, donc l'Atlético rentre au vestiaire avec un 1-0 totalement mérité, hein, d'accord.
Mais la deuxième mi-temps, voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Alors, c'était pas la plus grande deuxième mi-temps de l'histoire de la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Messieurs, cette deuxième mi-temps finalement a été assez discrète. L'Atlético a aussi ronronné, hein, on nous le dit d'ailleurs en commentaire durant cette deuxième mi-temps. Comment vous l'analysez? Quelle est votre opinion, votre ressenti après ces 45 minutes de la deuxième mi-temps? Peut-être Loris pour commencer, globalement. 45 minutes de haut niveau où Manchester en touche pas une. Et parce que pour moi, ils ont dominé toute la mi-temps, pas juste les 15 premières minutes. Et après, la seconde mi-temps, forcément, il doit y avoir un relâchement. Et surtout qu'on dit qu'on se relâche, mais je trouve qu'on domine toujours assez bien. On est dans le tempo, quoi. C'est pas comme si Manu nous avait martyrisé. Je pense que la deuxième mi-temps, on les regarde. Nous, on mène. C'est pas à nous de faire la danse, mais s'ils nous laissent la balle, on l'a fait, comme a montré Félix à plusieurs reprises. Et je pense qu'on domine même bien les 20 premières minutes avant les sorties de Lodi et Félix, qui sont les deux gros hommes du match, surtout Lodi. Mathieu, peut-être toi ton impression globale avant de détailler certaines actions quand même de cette seconde période. Bah, c'est vrai que oui, la seconde, moi je pense qu'effectivement l'attitude, comme l'a dit Loris, effectivement elle est pas forcément, extraordinaire, mais quand on se situe dans le contexte, hein, quand même, hein. C'est sûr que là, si on prend le match tout seul, c'est super décevant, mais quand on se situe dans le contexte de l'Atlético de cette saison, des difficultés qu'on peut observer week-end après week-end, je dirais que c'est l'attitude qu'il fallait adopter, le fait de se mettre en confiance, d'essayer un petit peu de faire jouer l'adversaire et de les jouer. Plusieurs fois, on a eu des occasions, hein, voilà, où le dernier geste aurait pu être décisif. Moi, C'est j'ai qu'il vu n'y a un pas des Atlético qui. occasions claires, mais voilà, par exemple, je pense aussi à la frappe le coup de pied de Llorente là aux abords du rectangle. Oui, tout à fait. Quand je parle C'est une d'occasion, je parle pas demi-occasion. vraiment je parle pas vraiment de frappe cadrée ou de trucs vraiment très chauds, mais plus dans l'intention, encore une fois. C'est-à-dire que si on avait eu cette réussite ou une petite erreur défensive de Manchester, un joueur qui faisait une erreur, on aurait certainement pu avoir une occasion très franche. Et voilà, non, c'est pas dramatique. Encore une fois, manque de réussite et c'est sûr que c'est dommage de se faire punir sur la seule Mhm. opportunité, quoi. Bon, c'est quand même Manchester qui a réagi, enfin c'est Rangnick hein, qui a réagi le premier sur le banc, parce qu'il a fait 3 changements d'un coup carrément à la 66e avec quasiment des postes pour poste. Hein. Bissaka qui a pris le poste de latéral droit à la place de Lindelof, Pogba qui est sorti pour Matic qui a fait monter Fred d'un cran et Fernandez qui est resté sur le terrain, et Shaw pour Telles qui a fait mal en fin de match quand même, on y vient, on y vient. Bon, sur cette deuxième mi-temps, messieurs, côté Atlético, pas de grandes occasions. Mais un peu ce qu'on a vu en première mi-temps, Giants, je trouve que c'est Kondogbia et Félix qui ont quand même surnagé dans cette deuxième mi-temps. Ça, contre Dogbia au milieu de terrain, vraiment, il a fait un match de taille patron. Vraiment, bah, on Ouais. regarde Paul Pogba en face, hein, typiquement. Mhm. Là, la comparaison, elle souffre. Hein. Il a éteint Paul Pogba. Pour moi, littéralement, on l'a presque pas vu. On a plus vu un Paul Pogba qui faisait des fautes, qui contestait, mais Kondogbia, il a fait un match énorme au milieu de terrain. C'est pas, il a fait juste un bon match pour remplacer par le rôle de Coquet, comme on disait, mais vraiment, là, ce soir, c'est une masterclass de sa part. J'ai pas les stats, mais le nombre de ballons récupérés, le nombre de courses, le nombre de il a fait vraiment au milieu de terrain un travail énorme, même en deuxième mi-temps. Mhm. Alors, les premiers changements de l'Atlético, ils arrivent très tardivement. Donc, on voit quand même que Simeone, durant sa deuxième mi-temps, essaye de conserver au mieux le 11 de départ qui a très bien marché. Finalement, c'est qu'à la 75e, donc vraiment dans le dernier quart d'heure, qu'il y aura 2 changements. Et en plus, c'est des changements quasiment poste pour poste, puisque c'est un Griezmann qui remplace Joao Félix, ovationné quand même, hein, il ne faut pas l'oublier lors de sa sortie. Et un Neymar qui prend plus comme ça, pas le rôle de piston gauche qu'avait Lodi, mais plutôt dans un 4-4-2, vraiment sur le côté gauche. Bon, messieurs, ça se passait pas mal. Manchester n'était pas très dans le jeu, malgré un coup franc bien placé de Cristiano Ronaldo, suite à un retour défensif de Correa qui les a très bien fait durant cette deuxième mi-temps, mais là il est un petit peu fautif, créant le coup franc. Bon, le coup franc n'apporte rien pour Manchester, Cristiano la met au-dessus du but. Mais voilà, Mathieu, arrive cette 80e minute, finalement, cette action un peu brouillon au départ, mais qui réussit à Manchester United, qui égalise grâce au Suédois Elanga. Ouais, tout à fait. Bah, c'est frustrant, d'autant que ça part d'une action qui est anodine au départ, une récupération de balle de United sur un côté, comme ça, où on a beaucoup, beaucoup de joueurs qui viennent presser. Moi, en direct, j'avais quasiment la certitude qu'on allait récupérer cette balle, mais au final non. Ils s'en sortent grâce à un jeu de tête, un jeu de billard un petit peu en l'air. En une sortie de passe, un décalage, Fernandez trouve vraiment le champ ouvert face à lui. Il n'a plus qu'à accélérer, parce qu'en fait, il n'a plus personne. Et tous les joueurs sont derrière lui. Et voilà, il avait quasiment tout raté en première période, ou en tout cas pendant la première heure de jeu, et là il fait la passe qu'il faut, quoi.
Encore une fois, j'en ai parlé 2-3 fois depuis le début, mais voilà, quand je dis qu'on se fait punir sur la seule erreur défensive, c'est pas vraiment le cas, mais la seule erreur grossière dans le jeu, celle qui nous aurait permis de se maintenir. Je pense pas que Reinildo prend la bonne décision. Au-delà du fait qu'il rate son geste technique, je pense pas qu'il lui fallu faire ça. Voilà, c'est forcément rageant par rapport à la prestation qui a été voilà, effectuée, mais c'est un peu l'Atlético de cette année, on se fait punir sur pas grand-chose. Donc ouais, dommage. C'est vrai que ce but, c'est difficilement. Allez, on va prendre le point de vue défensif de l'Atlético et chacun va donner son avis. Bon, la passe de Fernandez est merveilleuse, hein, d'accord, vraiment bien calibrée comme il le faut. Loris, t'as un avis tranché sur l'action, qui est responsable? Bon, on va pas jouer à l'accusé, mais je vais dire une analyse quand même objective. Est-ce que Reinildo est autant responsable que Oblak? Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus responsable? Dis-nous. Moi, de ce que je vois, c'est une mauvaise compréhension entre les deux. Parce que Reinildo, qu'est-ce qu'il doit faire? Comme Lodi l'a très bien fait à un moment où Fernandez fait aussi une passe en profondeur et que je crois que c'est Rashford qui y va. Mais Lodi fait très bien le travail. C'est qu'à ce moment-là, il ne faut pas se jeter. Il faut juste reculer en dos au goal et bien suivre son attaquant pour que l'attaquant s'excentre par lui-même. Et Oblak, à mon avis, c'est aussi ça qu'il a compris que Reinildo allait faire. Et du coup, il avance pour bien bloquer la passe à Sancho qui est de l'autre côté du terrain. Donc de bloquer la passe d'Elanga à Sancho. Et il y a juste une mauvaise compréhension entre les deux, parce que Reinildo ne doit jamais se jeter. Et Oblak pense que Reinildo ne va pas se jeter. Donc pour moi, c'est Reinildo le coupable. Reinildo, attention, qui n'est pas tout blanc non plus sur l'action de Levante, hein, quand même, en milieu de semaine, souvenez-vous, où le joueur décale, je ne sais plus, le buteur de Levante lors de cette fameuse défaite contre le dernier. Reinildo est un peu dans, je dis pas dans la même position, mais voilà, ça part d'un côté gauche, Reinildo ne sait pas trop où se mettre, etc. Donc voilà, Reinildo qui fait des matchs corrects, je trouve, défensivement jusqu'à maintenant, il est tout nouveau. Mais là, sur 2 buts quand même importants, il est quand même comme ça assez, on va dire, fautif hein, dans le tag, dans l'attitude, etc. Notamment ici sur le but. Toi, Giant, est-ce que tu as un avis précis sur le but? Bah, je suis souvent d'accord avec Loris, mais après, pour moi, entre le temps où justement Reinildo, entre guillemets, fait son erreur et le temps où c'est Langa, je crois, qui frappe, Oui. bah, pour moi, Oblak a quand même le temps de se reculer, essayer de. Surtout que la frappe, c'est pas. Enfin, il met pas une frappe puissante, il met une. Enfin, il tire, mais elle est pas. Pour moi, Oblak, je pense que un grand Oblak, un très grand Oblak, il a le réflexe quand même de. À la demi-seconde où il voit Reinildo perdre son duel, le temps de reculer et sortir l'arrêt qu'il faut. C'est pour ça que même si pour moi j'incrimine d'abord Reinildo parce que l'erreur il doit pas la faire, pour moi un grand Oblak la sort. Bon, on n'a pas un grand Oblak malheureusement en ce moment, ça peut arriver. Donc voilà. Voilà, donc un but partout, but d'Elanga à Manchester, forcément qui célèbre ça comme un but super important, hein, donc qui leur évite sans doute une défaite. Bon, il va quand même se passer encore des choses en fin de match. Atletico a essayé de pousser, a essayé quand même de reprendre l'avantage. Latte de Griezmann sur un corner, etc. Est-ce que Griezmann est en position de rebond? On ne sait pas, bon c'était bien tenté. Il enroule sur la transversale de De Gea. Et en fin de match, je veux dire que Manchester était pas loin vraiment d'un deuxième but. Telles qui est super bien rentré côté gauche, qui a fait mal avec ses centres, etc. Voilà, malheureusement, et c'est ça qui est incroyable, ça aurait été tellement cruel, 94e minute de jeu, Kondogbia fait une erreur, peut-être sa première erreur du match. On est à la 93e, 50 secondes, il reste 10 secondes, il veut tenter une passe en un temps, malheureusement il trouve un joueur de Manchester United. Je pense que ensuite le joueur de Manchester United joue pour un de ses attaquants qui en se retournant frappe, au Black repousse, mais voilà, sans danger. Bref, c'est une dernière frayeur que Kondogbia, malgré son match, a donné aux supporters de l'Atlético. Donc on tire sur la barre aussi, c'est Griezmann, oui. Donc c'est ce qu'on vient de dire suite à un corner encore joué par l'Atlético. Bon, voilà, une deuxième mi-temps forcément moins brillante, une deuxième mi-temps digne, on va dire, de l'Atlético en Ligue des Champions, voilà, un Atlético qui ronronne, qui n'est pas aussi poussif qu'en première mi-temps, mais voilà, ça se clôture finalement par un but partout pour ce match aller. But à l'extérieur forcément qui ne vaut pas ce qu'il valait les années précédentes. Finalement, c'était pas aussi dramatique puisque voilà, c'est 1-1, donc au coup d'envoi au match retour, forcément, ça sera comme une finale. Ça sera les équipes à égalité, donc ce but à l'extérieur ne qualifie pas Manchester à l'heure qu'il est, au contraire des années précédentes. Bien, le top, le flop, messieurs, on va passer au top quand même. On a dit qu'on gardait
un discours positif aujourd'hui. Vas-y Mathieu, ton top. Ah, là, j'ai le feu du roi si je démarre, mais je vais rester sur ma ligne de conduite par rapport à ce qui m'a plu quand j'ai vu la compo. Je vais faire du facile, mais je vais quand même citer Renan Lodi en top parce que euh, Tiens, dans c'était la quand la cohérence, dernière fois qu'il était titulaire maintenant que j'y pense? J'ai même pas ça vérifié. Oh fait, là ça là. fait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'ai pas la statistique exacte, mais ça fait longtemps. Ce que j'ai aimé, c'est le fait que voilà, la promesse qu'on voyait de le voir haut, tout simplement sur le terrain, de voir le fait qu'on avait une attaque joueuse, un Lodi qui est réputé pour faire des bons centres quand il est en forme, quand il est en confiance. Et bah, ce qui m'a plu, c'est que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué, il avait tout pour ne pas être dans cette confiance. Et je sais pas pourquoi j'avais cet espoir et j'ai bien fait de l'avoir parce que j'ai pas été déçu. Il fait un super centre pour Félix. Il est décisif. C'est dommage qu'il puisse pas finir. Peut-être aussi qu'il paye ce manque de régularité, ce manque d'habitude. Mhm. Mais il a été juste. Il a été joueur aussi. Au-delà du fait d'être juste, je pense que son nom sera cité à notre milieu de terrain centrafricain après. Mais euh, c'est intéressant, des joueurs qui tentent. Pourquoi est-ce qu'ils font des super matchs aussi? C'est parce que justement ils font des choses qui sont parfois risquées, des sorties de balles, des gestes qui sont pas forcément toujours les plus safe possibles, mais c'est aussi ça qui fait qu'on a des décalages et tout. Donc bravo, bravo, bravo. J'espère le revoir là-dessus. La concurrence est ardue parce que c'est Carrasco quand même à ce poste-là, mais voilà, j'espère qu'on a eu des enseignements de son match à Lodi. Et Elodie, voilà, qui retrouve un peu ses sensations qu'il avait eues face à Liverpool il y a donc 3 ans de cela maintenant. Oh non, 2 ans, qu'est-ce que je dis? C'est la saison donc 2019-2020, il y a 2 ans. Forcément, je pense que quand même il a encore mieux joué contre Liverpool, non? Oui, mais c'était complètement différent. On était dans un Mais 4-4-2 Ouais, où il ouais, avait il vraiment avait sur un le autre son plan rôle. rôle, hein. défensif, là, il a montré son potentiel offensif. Ce Mhm. qui, ce qui fait que c'était super marquant contre Liverpool, c'est qu'il avait Salah en face et qu'il avait réussi à faire un match de patron. Mhm. Là, il a un rôle complètement différent. On en parlait, nous, sur le ton de la rigolade au début de la saison, mais ça m'intéresse vraiment de voir Lodi vraiment haut, quitte à, alors non pas le libérer de la tâche défensive, j'irai pas jusque-là, mais voilà, qu'il soit vachement plus concentré sur l'attaque que la défense. Il a un potentiel visiblement dans ce secteur-là qui me plaît vachement. On verra si on le revoit Alors déjà. moi, Oui. j'aimerais juste rappeler que quand je disais Lodi doit jouer ailier gauche, c'était pas du tout pour rire, hein, Mathieu. Moi, c'était vraiment sur un vrai ton Non, de mais connaissance politique et Ouais, de mais long. puis, tactiquement, je crois en tes capacités, il n'y a pas de souci. finalement, voilà, on débat du poste de Lodi là, mais est-ce que c'est piston gauche? Parce qu'on dit piston, on sous-entend peut-être un travail défensif encore aussi important, mais là on part carrément d'ailier gauche, Mais c'est-à-dire plutôt un poste un peu dépourvu de la tâche défensive. Enfin, voilà, c'est difficile à juger parce que sur certaines actions, ça se modifie, etc., en fonction de sa position. Mais c'est vrai qu'ici, aujourd'hui, c'était plus un milieu gauche, on va dire, plutôt ailier gauche, que forcément un gars qui défend tout le temps en revenant, Et etc. puis, et puis il a pu faire ça aussi parce que derrière, même s'il fait l'erreur sur le but Mhm. malheureusement, il avait un Renildo qui était appliqué Oui. dans ses interventions, dans sa présence, voilà, sur le coup, il a pu faire ça parce que ça a assuré le coup derrière. L'année dernière, si on regarde bien, quand on est champion d'Espagne, Carrasco peut se permettre de monter parfois et de faire des efforts parce que derrière, Hermoso, il fait le travail en première partie de saison notamment, donc c'est un travail d'équipe. C'est vrai qu'à cette mi-saison, on peut dire, hein, enfin on est déjà même plus qu'à la moitié de la saison, il y a quand même des cartes qui sont redistribuées. L'arrivée de Renildo, mais peut-être Hermoso sur le banc, ça permet peut-être une doublure de Carrasco avec Lodi. Bref, on voit que certaines cartes sont redistribuées. On n'a même pas encore débattu du poste du milieu de terrain, aussi là où les cartes, je pense, sont redistribuées par Simeone pour cette fin de saison, fin de demi-saison. Voilà, donc pour Lodi et le chapitre Lodi, je pense que dans le chat, ça fait aussi l'unanimité. Après Lodi, on me dit après Lodi, j'ai l'impression plus il réfléchit, plus il est mauvais. Là, il y avait beaucoup de rythme, donc il jouait à l'instinct. C'est vrai que c'est un joueur qui doit jouer à l'instinct, il doit pas trop se compliquer la tâche. D'ailleurs, la seule fois où cela complique, je trouve, c'est cette fameuse action en deuxième mi-temps où Joao Félix superbe feinte puis une passe en profondeur pour Lodi. Lodi est bien décalé côté gauche, il veut centrer en l'air alors qu'il aurait mieux fait de shotter, je sais pas, faire un centre-tir ou au moins un centre en retrait au sol. Mais voilà, ici il fait un centre trop en l'air qui est intercepté par la défense de Manu, donc voilà. Voilà, c'est la seule fois où il réfléchit malheureusement et il fait un mauvais choix. Bien, voilà pour le chapitre du Brésilien. Loris, ton top. alors moi, j'aurais très de mal à sortir un nom comme l'a fait Mathieu, même si Lodi est totalement honorable. Mais d'ailleurs, j'ai très hâte de voir les flops. Mais moi, je vais dire les Corones. Ce qui m'a fait aimer l'Atlético, c'est que, et ce que je n'avais plus vu depuis en 2021, on n'a pas vu un match comme ça, c'est simple.
en 2020, sûrement dans la phase aller du titre, sûrement qu'on a vu des matchs comme ça. Et surtout au Barça, je pense. Mais un match où l'Atlético est appliqué, à l'heure où ça parle de problèmes dans le vestiaire, de groupes séparés et tout. Aujourd'hui, j'ai vu des Lucian comme Hermanos, finalement, des joueurs appliqués qui se battent l'un pour l'autre. Je pense à Kondogbia, je pense à Herrera, pas des stars, des joueurs, quand on dit Atlético, on pense pas à eux, mais des joueurs qui ont bien répondu aujourd'hui. Et Llorente Et aussi, j'aimerais. hein, qui est pas Oui, oui, très bon ce soir, mais qui est physiquement présent. Hein. Llorente qui a très bien suppléé au rôle de. Parce que pour moi, comme j'ai dit tantôt, dans l'intention, c'était le rôle de Coquet, pas dans la manière de jouer, mais dans la manière de faire. C'était le rôle de Coquet. Et pour moi, c'était une très belle équipe aujourd'hui. Et ça m'a manqué à Atletico, on a plus ça depuis longtemps. Des Coronets, des gars qui en veulent. C'est pas forcément les meilleurs, mais on a nos armes et on va vous montrer qu'on est meilleur que vous. Moi, c'est ce que je demandais. Donc toi, ton top, c'est le retour d'un caractère 100% Des Coronets, Atlético. un Ouais. caractère comme ça, c'est quand Ok. la dernière fois qu'on a eu ça. On nous demande justement, est-ce que Llorente, l'année dernière, c'est une saison chanceuse ou non? Non. Ouais, c'est tôt pour dire ça. Hein. Je pense qu'on va encore se laisser 2-3 saisons pour savoir. Est-ce que c'était un sur-régime peut-être? Ça, on sait pas. Attention Ça, parce que ça, la ça- fin de sa saison 19-20, elle s'apparente à ce qu'il fait en 20-21. Donc c'est plus qu'une Bah, saison. ça, C'est plus qu'une c'est saison. ça, c'est-à-dire que ça commence tellement tôt qu'on peut pas dire que c'est parce qu'on était dans l'euphorie de on est premier et tout qu'il était vraiment bon. Les capacités qu'il a montrées l'année dernière, c'est plus que chanceux, quoi, et il les a. Mais maintenant, encore une fois, le système a changé, les joueurs ont changé, la dynamique n'est plus la même. Est-ce que c'est un joueur qui fonctionne à la confiance? L'avenir nous le dira. Voilà. Donc pour le top de Loris, donc le retour d'un Atletico. Giant, au Alors, top. ce qui est bien, c'est que le top de Loris, en fait, moi, j'avais prévu s'il allait prendre Kondogbia. Donc, du coup, bah, Geoffrey Kondogbia qui a fait un match au milieu de terrain vraiment de patron hein, ce soir. Vraiment, déjà dans la récupération, il était partout. Voilà, si j'ai pas la map devant les yeux, mais on peut mettre du rouge quasiment partout au milieu de terrain. J'ai des souvenirs de repli défensif qu'il a fait à un moment. C'était à la 11e minute et un peu après aussi, il a été récupéré 2 fois, entre guillemets. Je crois que c'était une petite erreur de je sais plus qui. Enfin bref, voilà, on l'a vraiment vu au milieu de terrain, vraiment faire tout ce que Coquet ne faisait plus dernièrement en fait. C'est vrai. C'est vraiment le contraste énorme. Là où Coquet, quand il essayait d'avancer un peu le jeu, il ratait ses passes, lui il les assurait beaucoup mieux. On l'a vraiment vu même dans l'interception, tout ça. C'est vraiment, il m'a énormément plu dans l'engagement aussi. Hein. C'est voilà, Kondogbia pour quelqu'un qui ne joue pas forcément tout le temps, enfin, qui joue même pas tout le temps, bah voilà, il aurait pu ne pas être à 100 000%. Là, j'ai senti vraiment concerné à fond, à 100 000%. Et vraiment, le caractère de Kondogbia ce soir et le niveau qu'il a affiché m'a beaucoup plu. C'est vrai, ce qui est dommage, c'est que par moment, je trouve, je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais qu'il portait peut-être un peu trop son ballon. Et que parfois, il y a moins de possibilités de passe. Et que, je sais pas, Mathieu, à un moment, tu as signalé une action envers Correa, je ne sais plus. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai plus la minute, j'ai pas noté Ouais. effectivement cette action-là précise, mais j'ai en tête une action où effectivement il se départit d'un joueur, il arrive à bien avancer Ouais. grâce à sa puissance et tout. Il arrive à l'entrée de la surface à quelques mètres. Correa fait un appel en diagonale où où il pouvait être servi sur son pied gauche et frapper dans la foulée. Il avait un peu mis dans le vent la défense. Et à ce moment-là, plutôt que de le servir, il hésite. Il hésite une fois, il hésite deux fois, il hésite entre la frappe et la passe. Au final, il choisit la passe trop tard. Et on a l'impression que vu qu'il est conscient qu'il fait la passe trop tard, il l'a fait un peu courte. Au final, il perd la balle et il y a une contre-attaque de Manchester. Cette action-là, elle aurait pu être décisive. Et effectivement, elle est symptomatique du petit déchet encore qu'il a dans son jeu. Mais effectivement, ça n'entache pas le fait que c'était exceptionnel ce soir. Et fort heureusement, il ne prend pas de carton jaune, surtout qu'il a vraiment bien ratissé au milieu de terrain, parce qu'il était sous menace de suspension, donc il sera là au match retour, du même que Joe Félix était sous menace ce soir, mais il sera là également, enfin, on espère, sauf blessure, évidemment, à Old Trafford. Donc les deux jaunis, Kondogbia et Félix, seront normalement présents. Bien, on va parler quand même de Joe Félix, puisque personne n'a cité en top, forcément, alors que il vient d'être élu homme du match par l'UEFA, Joe Félix. Loris, on sait bien que tu l'adores et c'est logique, mais ce match de Joe Félix en Ligue des Champions, il en a déjà donné, mais celui-là est quand même mémorable pour lui. Je le trouve même un peu déçu d'être sorti, et c'est un peu normal à 75e. Oui, après, je comprends. J'avais dit que, alors que c'est très rare que je plaide en sa faveur, mais j'ai compris le changement parce que Griezmann, c'est plus un joueur qui a besoin de transition. Et là, l'Atletico devait jouer en transition et laisser un peu la balle à Manchester. Bon, malheureusement, Griezmann, il m'a beaucoup déçu dans son entrée, mais il revient de blessure. J'essaie de lui trouver des excuses alors que je le déteste.
suis quand même un mec sympa. Mais non, Rowe pouvait rester, mais je pense que Simeone ne va pas prendre de risques parce que quand on regarde sur les. Je me suis fait un peu trash talk sur Twitter quand j'ai dit que depuis 2 mois maintenant, c'est peut-être avec Correa les 2 seuls points positifs de cet Atlético. Et on le voit encore ce soir, à part, on l'a vu à Osasuna, Félix c'est le seul qui répond présent depuis un moment à Atlético. Or aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ce que j'ai souligné, c'est qu'on a enfin vu tout le monde et pas un ensemble d'individualités. Mais je pense que Simeone a enfin compris que il a on va pas parler de Félix dépendance parce que ça fait que 2 mois. Nous emballons pas comme on a fait la saison passée en hiver. Mais je pense que Félix, Simeone veut le garder longtemps, veut le protéger des blessures et pas refaire la même erreur que l'année passée. Oui, l'année passée de octobre à décembre. Ouais, Eh ben, Oui, vas-y Mathieu. tu vois, je vais rebondir sur ce que tu dis. On va faire les grands princes ce soir parce que tu vois, toi, t'as pas trouvé honteux que Félix sorte. Et ben moi, je n'aurais pas trouvé honteux que Correa sorte, tu vois, dans Mhm. cette phase-là. C'est assez drôle parce que les deux se défendent hein, dans des optiques tactiques assez différentes, mais une attaque justement Griezmann-Félix, à l'image de ce qu'on a pu voir, alors ça commence à remonter un petit peu, mais notamment contre le Barça en début de saison, lorsqu'on gagne 2-0. Contre C'est vrai que dans Liverpool. cette phase, Contre Liverpool. oui aussi, tout à fait. Première mi-temps. Dans cette phase où Manchester était un petit peu dans l'obligation de se découvrir et de plus en plus prendre des risques, et ben le fait d'avoir une attaque justement très créatrice comme ça, capable de donner des longs ballons, même des passes assez millimétrées, à l'image de ce que les deux ont pu faire cette saison, ça m'aurait plu d'avoir une attaque justement dans cette continuité-là. Alors Correa faisait, comme tu l'as dit Loïs un peu plus tôt, un travail défensif qui était remarquable. Mais justement, ce petit duo-là, il m'aurait bien plu en transition et j'aurais pas trouvé ça honteux pour le coup que ce soit Correa qui laisse sa place. Donc les deux se défendent. Pareil, Dis-moi. pareil. J'ai pensé même sur le moment qu'il allait garder Félix sur le terrain et sortir Correa, parce que voilà, Correa était un petit peu en dessous de Félix ce soir offensivement. Ça n'enlève rien que Correa était incroyable, je trouve, défensivement. Quel travail au niveau de l'interception des passes, de ses retours défensifs, etc. Bref, l'Argentin qui défensivement a fait vraiment un match de Ligue des Champions. Bon, messieurs, on a quand même un débat qui s'ouvre, on nous la pose avec Raphaël au milieu de terrain. Que va faire Simeone laisser Coquet et De Paul sur le banc? Point d'interrogation. Il arrive le débat. Ça, déjà, il faut voir la durée d'indisponibilité de Coquet, hein. On ne la connaît pas. Mais voilà, c'est vrai que on avait quand même l'impression que c'était Coquet, De Paul, les titulaires cette saison au milieu de terrain, puisque Llorente était cantonné à un poste de latéral droit ou de piston droit. Bon, ça va être dur. Que va faire Simeone? C'est impossible, messieurs, de connaître la réponse, mais il va falloir une réponse pour samedi 21h déjà contre le Celta Vigo. Hein. Que va-t-il faire? C'est Ouais, dur. c'est quand même. Parce qu'on n'a c'est pas quand même beaucoup parlé d'Herrera aujourd'hui qui fait un beau match. Hein. Oui, il fait un beau match aussi, Herrera. Il C'est a vrai que joué au c'est compliqué. Sasuna, excusez-moi, il a aussi joué au Sasuna, Herrera. Hein. C'était Herrera, Coquet. Il fait un très bon Ouais, match. ouais, contre tout à Sassuolo. fait. Ouais. Vas-y, James. Non, c'est vrai que c'est compliqué parce que forcément le match contre Dogbia et d'Herrera va un peu. Puis c'est vrai que alors autant de. Alors c'est vrai que Coquet, ça on l'avait tous vu qu'il commençait à être en perdition, il commençait un peu à nous inquiéter. Autant encore De Paul pour moi, alors je peut-être un petit peu à le défendre, mais enfin il n'était pas tant en perdition que ça par exemple. Enfin moi je l'ai pas trouvé comme ça. Certains l'ont trouvé comme ça, mais pas personnellement. Maintenant c'est vrai que le match d'Herrera aussi est très bon soir, on n'en a pas parlé, mais voilà, hein, c'est vraiment un très gros match de sa part aussi. Maintenant, je pense qu'il faut les faire un peu souffler. Enfin, Coquet, je sais pas. Je pense qu'il est blessé, je sais pas. J'ai pas sa durée d'indisponibilité. Donc, je pense qu'on doit regarder contre Dogbia. Maintenant, je fais jouer De Paul du coup ce week-end en championnat, perso. Ouais, ça serait que c'est pas mal parce qu'ils ont aussi l'effectif hein, pour faire tourner un minimum, surtout que De Paul était pas dispo ce week-end. Hein. Aujourd'hui, il n'est pas rentré, mais apparemment, il était prêt à jouer. Donc, pour rappel, hein, ce week-end à Osasuna, c'était Coquet et Herrera dans l'entrejeu. C'était plutôt des côtés, genre NT, Carrasco. Mais voilà, parce que c'est vrai que Carrasco en Liga sera disponible, il y a ce retour-là. Donc, est-ce qu'on va garder un 3-5-2 comme on a vu très bien en première mi-temps? Est-ce qu'il va revenir à un 4-4-2 face au Celta à domicile? Voilà, il y a plein de possibilités. Bon, Coquet, c'est vrai que paraît au niveau de ce qu'il propose pour le moment un peu en dessous des autres. Mais voilà, finalement, il y a 5 milieux de terrain. Il y a Kondogbia, Herrera comme ce soir, De Paul sur le banc, Lemar aussi, il faut pas oublier, et Coquet. Donc voilà, donc ça fait quand même beaucoup de possibilités, quoi. Oui. Puis autre chose aussi, c'est que Simone, je trouve que là, le timing des changements était bon. C'est-à-dire que voilà, au début, je me suis dit, bon, on va avoir certainement Griezmann, Neymar qui vont entrer vers la 60e. Et là, pour le coup, au tout début, je me dis, peut-être pourquoi pas, tu vois. Puis je me suis dit qu'on jouait tellement, entre guillemets, bien par rapport à ce qu'on propose d'habitude que je me suis dit,
Ça aurait été dommage de casser un peu la continuité. Après, bon, il fallait aussi quand même faire les changements. Puis Lodi, bah, c'est sur blessure du coup qui sort. Mais je trouvais quand même Puis Griezmann, alors juste pour revenir juste sur ça aussi, c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il joue un peu le dernier match, enfin à Osasuna, qui rentre un petit peu pour pouvoir déjà reprendre un peu les sensations footballistiquement, pour ensuite pouvoir rentrer entre guillemets dans de meilleures conditions. Parce que c'est vrai qu'il est rentré là, on l'a pas trop vu, mais bon, il revient d'une blessure depuis décembre, mais quand même bientôt mars, donc c'est quand même compliqué pour lui, quoi. Ok, voilà pour le top finalement des chroniqueurs. Et pour l'UEFA, c'est Joao Félix finalement récompensé par son but. Bon, messieurs, le flop, et c'est vrai qu'il y a cet aspect flop hein, qu'il ne faut pas négliger dans cette deuxième mi-temps aussi. Je vous écoute, on reprend l'ordre. Je pense que j'avais interrogé Mathieu en premier. Le flop du soir. Écoute, c'est difficile de pas prendre l'évidence parce que c'était un flop que je m'étais noté avant le but en fait. C'est Ah, c'est triste de voir que. Ah, je vous le prends les gars ou pas? Allez, je vous le prends. Je vous le prends parce que je Vas-y, moi l'étais j'en ai noté. un qui n'est pas. Vas-y, vas-y. Je l'étais noté, je vais rester cohérent dans ce que j'avais noté. J'avais noté Renildo. En fait, j'avais noté Renildo. Je vais vous dire ce que j'avais noté avant le but. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de mhm, rester sur cette bien sûr. analyse. Parce qu'avant le but, je trouvais que justement tout n'allait pas mal. Au contraire, même si on était encore en train de voilà, se rétracter un petit peu défensivement, un petit peu avoir un peu plus de mal à ressortir, un peu plus de mal à faire le jeu et à se Logique, procurer des occasions. après 70 bonnes minutes, c'est logique. Parfait. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je notais Reinildo plus dans l'aspect. On sentait que c'était celui qui avait le moins d'habitude, quoi. C'est-à-dire que justement, ce soir, c'était un Atlético qui était très solidaire, qui faisait des efforts, qui tentait des choses difficiles. Je pense à Kondogbia des fois avec des passes un petit peu derrière la cheville, derrière la jambe d'appui. C'était assez intéressant. Et on a senti Reinildo qui était dans le ton, dans la mesure voilà, du travail défensif qui a permis à Lodi de se libérer d'une certaine manière. Mais voilà, c'était celui qui était le plus en souffrance dans les prises de balles, c'était celui qui était le plus enclin à faire des fautes. Et on voyait, même avant le but, qu'il était peut-être le plus enclin à être celui qui faisait l'erreur. Voilà, c'est facile à Mhm. dire après. Mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé que malgré tout, j'ai pas envie de l'enterrer, même si je le mets flop ce soir, parce que il a une marge de progression qui est assez facile à lire, je trouve, et qui est assez intéressante par rapport au club. C'est un recrutement qui paraît intelligent s'il parvient à bien augmenter. Mais malheureusement, voilà, il fait cette erreur qui scelle mon choix, quoi. C'est Mhm. dommage. Dommage parce que c'était un peu un flop par défaut. Presque j'avais pris, mais voilà. Malheureusement, ça nous coûte le but. Il est décisif dans le mauvais sens du terme. Et Renildo qui accumulait quand même les minutes hein, quand même depuis son arrivée. Bon, son premier match au Barça, c'est compliqué forcément puisqu'il rentrait à 4-1 je pense. Mais ensuite tout le temps titulaire. Hein. Je pense que successivement, il y a le match contre Retafe, puis contre Levante, puis contre Osasuna, puis contre ce soir. Ça devient quand même un Alors, titulaire. Ça devient un titulaire. C'est pour ça tout que... à fait. Moi, pour répondre justement à Raphaël qui me dit pas d'accord, Renildo apporte toute la solidité défensive qui nous manquait. Justement, moi je vais dans ce sens-là. C'est vraiment histoire de faire la fine bouche. Comme je dis, avant le but, je l'avais noté plus par inexpérience et par manque de. Voilà, par manque d'habitude, tout simplement. Mais encore une fois, moi, si je devais choisir avec Hermoso à cet instant de la saison, je choisirais Renildo 1000 fois. Mhm. Ok, on est d'accord là-dessus. D'accord pour le flop, donc Renildo en 1, Jayen, ou... Non, Loris, on va reprendre l'autre. Loris, vas-y. On peut prendre l'adversaire, hein, David, on est d'accord? Oui, c'est un flop qui résume, si tu veux, aussi l'ensemble de la rencontre. Donc tu Il va me peux. le voler. Moi, j'ai envie de m'éloigner des codes que vous me franchissez dans cette radio et de prendre un flop, l'approche, enfin plutôt le placement tactique de Manchester. Parce que par exemple, on a eu beaucoup de choses qui étaient pas du tout cohérentes, notamment si quelqu'un a compris leur système, parce qu'il disait 4-2-3-1 slash 4-3-3, mais moi j'ai plus vu un 4-2-4 assez disproportionné par moment. Mais C'est par qu'on voyait exemple, Ronaldo, Ronaldo, Fernandez, Rashford sur les côtés avec Sancho. Ronaldo Enfin, qui, après, oui. c'est grâce à Atleti aussi qu'on a vu ça. Faut le signer, c'est grâce à notre très bon pressing. Mais par exemple, Ronaldo qui redescendait au milieu. Ronaldo qui a ça peut être le meilleur devant les cages. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du monde et de l'histoire. Mais dans la construction, ça restera très très moyen. C'est pas un Messi ou un Félix. Et Les ben, mots sont lâchés. C'est pas un Messi ou un Félix. Il met les deux sur le même rang. Mais vas-y, on te comprend. Enfin, ce soir, Félix a été bon. évidemment, qui prend la place de Bruno Fernandes. Et du coup, Fernandes qui a été, en tout cas la première mi-temps, qui a toujours, en fait, Bruno Fernandes était le 9. Et Ouais. c'est assez marrant de voir un 10 jouer comme un 9 parce que c'est-à-dire que c'est très mauvais aussi. C'est-à-dire que il doit avoir des personnes devant lui. Là, devant lui, il avait Jiménez et Savic. Et bah, du coup, il a passé 45 premières minutes
en faire, le pauvre Bruno Fernandes. Et déjà que je suis pas fan de joueur, parce que je trouve que dans les grands matchs, il est assez absent. Mais là, le pauvre, on lui a pas du tout facilité la tâche. Et ou sinon, Pogba qui était totalement muselé par Herrera et qui ne faisait même pas. Pogba qui faisait pas du tout d'effort de pressing. Herrera, pour moi, sa seule faiblesse, c'est qu'il résiste très mal au pressing. Bah là, il était dans une zone entre Pogba et Ronaldo qui faisait pas de pressing, donc Herrera était tout libre. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il a fait un des meilleurs matchs sous le maillot à Colcho. Et ou sinon, plein de positionnements comme ça. Je pense à Sancho qui a été inexistant, qui est descendu défendre sur Lodi et qui laissait Lodi haut en fait parce il restait pas haut, il descendait en fait. Ce qui faisait que Sancho était dans la zone de Lindelof. Lindelof devait piquer dans l'axe et ça donnait plein de trous en fait que l'Atlético a brillamment profité, mais malheureusement il n'y a eu que 1-0. Et on aurait dû vraiment profiter de cette première mi-temps Ouais, parce qu'il y je avait trouve vraiment aussi. qui en deuxième ont été rectifiés. Et c'est ça qui aide, qui nous a fait un peu plus fait galérer. Ok, donc ok, l'approche tactique de Manchester United en flop Giant. J'enfonce un petit peu le pas parce que pour moi c'était mon flop parce que je voulais pas désigner un joueur de l'Atlético de Madrid, mais Cristiano Ronaldo tout simplement qui ce soir n'a pas été au niveau, mais parce que forcément il n'a pas pu l'être non plus. Voilà, on voit bien que Ronaldo, s'il n'a pas assez d'occasions, si on ne joue pas pour lui, forcément c'est très très compliqué, surtout à 37 ans, parce que dans le reste, il a raté des passes, il a raté des choses relativement simples. Cristiano Ronaldo, ce soir, un coup franc, bon après ça fait longtemps qu'il ne met plus vraiment de coup franc, mais voilà, il y a un petit coup franc qu'il a tiré, mais surtout que si on regarde bien le coup franc qu'il a eu, je crois, je ne sais plus qui avait fait la C'est faute. Correa sur À un moment, Fred. C'était un retour ouais, c'était défensif. quoi Ouais. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai eu peur parce que j'ai revu l'action du 3-0 de Turin, enfin bref. Euh, et du coup, genre, à un moment, le coup franc, il pouvait le tirer bien mieux parce que je sais plus, il y avait un joueur de United qui s'était mis de l'autre côté du mur et vraiment, il avait un espace pour la mettre de l'autre côté, justement. Et il l'a pas vu, il l'a tiré, il l'a mis voilà, pour les supporters derrière le but. Donc voilà, Ronaldo est assez absent. Maintenant, on va quand même se méfier parce qu'il y a un match retour et Tout à voilà. fait. Hein, il va falloir vraiment battre cette Tu sais histoire de que démon. Là, il va vraiment falloir là, battre ce. Ouais. il y a des supporters Atlético qui sont en train de tacler Ronaldo au radio. Moi, je trouve que c'est peut-être ça la définition même du culot. Après, Ouais, surtout que Non, mais à chaque Loris, faut jouer un fois peu. que, n'oubliez pas que les clubs de Ronaldo, que ce soit le Real, la Juve et Manchester, enfin Manchester, on verra, mais quand l'Atlético croise la route de Ronaldo, ils sont systématiquement éliminés. Donc je dirais qu'il y a 5 éliminations. Ouais, donc il y en a 4 contre le Real à chaque fois entre 2014 et 2017. C'est 4 fois 2 finales perdues, un quart et une demi. Ronaldo est là, et en 2019, il y a la Juve, ça fait 5 éliminations contre la club de Ronaldo. Est-ce que la 6e va tomber ici? On verra. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un poison énorme pour le club. Non, mais après, je le mets en flop parce que voilà, il faut mettre quelqu'un en flop. Hein, c'est pas forcément évident. Mhm. Voilà, on peut pas mettre un joueur de l'Atlético de Madrid, c'est quand même compliqué. Puis bon, là, je tape un peu sur l'évidence. Mais non, mais voilà, on va quand même rester prudent. On va Mais je pas trouve, d'excès de confiance ni quoi que ce je soit trouve avec que lui parce que. si tu mets Cristiano, je trouve que tu peux mettre, malgré sa passif, Fernandez qui a été vraiment catastrophique aujourd'hui. Même Ouais, dans mais les quand même, transitions, les déviations, il n'en a fait aucune correcte. Sincèrement, il a vraiment pas été bon, Fernandez. Vraiment pas. ça, j'ai eu, mais techniquement, enfin, je sais pas, Mhm. il faisait des trucs bizarres. Moi, je l'ai vu. Je sais plus, il a fait un centre, mais il a envoyé une patate, je sais pas. J'ai pas compris Ouais, où il ouais, met son pied, je incroyable. sais pas. Au pied, il était pas connecté, je sais pas. Non, mais voilà, c'est vrai qu'United, il y a des trucs que j'ai pas tout compris chez eux, mais bon. Voilà, Tant qu'on maintenant, parle des United, et puis je vais rebondir pour terminer l'émission, sur 2 joueurs qui ont été cités en flop dans le chat. Tu parlais de calendrier, justement, le calendrier d'United qui est incroyable, hein, jusqu'au match retour. J'ai vu l'image défiler, il faut que je la retrouve, attendez, ça va passer. Est-ce que quelqu'un a en tête le calendrier d'United? Attends, je vais chercher, attends, franchement. J'avais C'est vu un sacré l'image passer. enchaînement. C'est un sacré ils enchaînement, je affrontent, pense. ils affrontent Liverpool après nous, je crois, mais j'ai pas le reste. C'est Attends. City, Tottenham. Voilà, c'est Watford, City, Tottenham. Ok, et avant le match retour? Et avant le match retour, et en fait, ils enchaînent Tottenham. En fait, ils enchaînent City dimanche 6, Oui. Tottenham le 12, et le 15, Manchester Atletico. Ok, donc voilà, City, Tottenham, quoi. Ouais. Et Ils auront le Liverpool juste 20, derrière nous Manchester. encore. Et Liverpool derrière Ouais, l'Atlético. Ils enchaînent Liverpool derrière l'Atleti. Ok. C'est ça. Et Leicester en plus derrière. Ah oui, mais après, il y a la trêve. Bon, Ouais, jour ouais. de trêve. Mais United qui joue totalement le top 4, qui ne peut pas se permettre de faire tourner quasiment, ils doivent jouer à fond à chaque fois. Donc voilà, on verra évidemment tout ça. L'Atlético aussi doit jouer à fond, hein, je rappelle. Hein. Ils sont dans la même position au Oui, il n'y a classement. pas de petit match. Hein, l'Atleti, donc, Ouais. Bien, avant de clôturer, on a cité 2 flops, on verra la vie des chroniqueurs. On nous a cité Correa et Oblak. D'abord sur Correa peut-être.
flop. C'est c'est- c'est méchant de dire Correa flop, C'est quoi. vachement dur, ouais, Tu- c'est vachement dur. J'étais le premier à être d'accord pour éventuellement le sortir à la place de Griezmann, mais c'est pas du tout pour le punir d'un mauvais match. Parce que je peux comprendre, effectivement, j'ai vu, je pense, le commentaire que tu as lu, David, mais effectivement, c'est le joueur en forme offensivement en ce moment. Ça, c'est vrai. Cependant, attendre de Correa qu'il fasse les mêmes performances en Liga qu'en Ligue des Champions, déjà, c'est mal connaître le joueur, sans aucune offense. Et puis ensuite, aujourd'hui, là où il a été particulièrement bon, c'est son nombre d'interceptions. Sincèrement, je ne l'ai pas précisément, mais dans le ressenti, c'est le joueur offensif qui a le plus pesé sur la défense. Et ça, c'est assez fort et c'est aussi pour ça qu'on a eu cette impression de machine, notamment en première période. C'est par rapport à ce premier rideau qui était donné. Donc effectivement, bah, quand tu fais ces efforts-là et quand surtout tu as un Joe Félix qui est aussi étincelant à côté, heu, oui, forcément, tu as un peu plus tendance à t'effacer après, sur le plan offensif. C'est pas son meilleur match, hein, ça c'est sûr, mais mais non, pas flop, pas flop. Ok, pas flop. D'ailleurs, le nombre, c'est tout con, hein, mais rien que le nombre de relances que De Gea a raté à cause du pressing de Correa, à mon avis, on doit être à 3 ou 4 assez facilement. Parce que Correa était toujours au pressing sur les défenseurs. Et quand c'est Maguire et Varane, c'est pas des bonnes relances. Et De Gea, c'est encore pire. Donc, suffit d'un petit pressing comme Correa et c'était bon. Bien, et donc Oblak, en flop Oblak, sévère ou juste? Au Donc, on n'a black, pas ça assez peut vu. s'entendre. Au black, ça peut s'entendre dans l'absolu parce que, perso, moi, je mets toujours le côté décisif en jeu et là, c'est sûr qu'il y a une intervention, il l'a fait, c'est discutable. Mais après, encore une fois, moi, j'aurais plus cité, alors peut-être j'aurais été dur, hein, mais j'aurais plus cité un Versalico, par exemple, qu'un Ouais. Oblak dans certains aspects du jeu. C'est vrai que Valsalchko était présent défensivement aujourd'hui, mais c'est vrai qu'offensivement c'était assez limité, notamment en deuxième mi-temps, vraiment très peu Bon, de enfin, après, je n'ai solutions. pas trouvé si mauvais que ça non plus, honnêtement. Enfin, par rapport à certains matchs qu'il avait pu voir cette année. Enfin, non, en vrai, c'est vrai qu'il n'est pas si mauvais que ça, honnêtement. Il a fait certains relativement bons matchs. Et même aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, bon, forcément, offensivement, c'était pas. Après, c'est pas non plus. Mais honnêtement, voilà, ça aurait été très sévère aussi de le mettre en flop, hein, Versal, quoi. Alors voilà, donc qui va clôturer ce débrief. Bon, pour résumer, un Atletico, un bel Atletico, vraiment, on espérait quelque chose ce soir et je pense qu'on l'a tous eu. Je pense quand même que ça reste une équipe qui forcément flanche à un moment. Voilà, je pense pas qu'on aurait pu voir 90 minutes comme on a vu les 45 premières, c'était impossible. Il était logique qu'à un moment ça flanche, malheureusement, voilà, ça flanche dans les 10 dernières minutes avec ce but. Une grande équipe, je pense, bien en bloc, etc., n'aurait pas pris ce but parce que voilà, tu aurais gagné un duel sans doute sur l'action, mais là c'est Manchester qui gagne les duels sur l'action. Et puis il y a cette passe et ces petites erreurs malheureusement de Renildo. Bref, je pense pas que cette action doit effacer vraiment le bon contenu qu'on a vu. Je pense qu'il faut garder un discours positif, surtout dans une période où l'Atlético est quand même encore au niveau sportif assez en crise, hein, parce que voilà, ils sont en championnat, ils restent 5 quatrième aujourd'hui, mais avec un match de plus. Ils risquent d'être cinquième, et voilà, c'est vrai que on espère forcément beaucoup mieux de cette équipe, mais voilà, je pense que ça reste aux yeux de l'Europe. N'oubliez pas que c'est quand même aux yeux de l'Europe aujourd'hui une bonne prestation face à un Manchester qui était un peu en dessous. Voilà, maintenant, messieurs, pour clôturer, peut-être vite fait, votre impression, match retour confiant, voilà, comme je dis, ce but à l'extérieur, finalement, ne fait qu'égaliser la rencontre, il reste un match à jouer. Confiant quand même pour le match retour, avec ce qu'on a vu ce Ah, soir. confiant. Le mot est peut-être fort quand même, confiant. Voilà, on a fait un match à domicile, donc techniquement, c'est pas un résultat ultra favorable. Maintenant, si je suis confiant sur une chose, c'est qu'on a des chances d'y aller, on a des chances de se qualifier. C'est pas, alors forcément, ils ont un léger avantage, forcément, mais pour moi, honnêtement, donc j'avais dit en off, mais je leur dis ici, je suis entre guillemets plus optimiste aujourd'hui pour la qualif en quart que je l'étais quand on a gagné 1-0 face au Liverpool de Jürgen Klopp. Parce que quand on gagne Cette 1-0 contre le Liverpool, comparaison est folle, mais elle est vraie en fait. c'est vrai, parce que honnêtement, moi je me rappelle très bien à cette époque-là, on avait livré un gros match à domicile, mais je savais que Liverpool à Anfield, c'était quand même quelque chose mais d'hallucinant. Ce qui est vrai. Bah, la saison, ils ont collé le 4-0 au FC Barcelone, je me suis dit, nous, on va y avoir droit aussi. Euh, donc voilà, mais là, Oblak avait lâché un match Oui, d'une c'est masterclass. vrai. Ouais, ouais. Pas rappelé, il avait fait un nombre d'arrêts incalculable. Et donc voilà, donc non, honnêtement, voilà, on peut le faire, voilà, c'est pas fait, hein, ça va être dur, il va falloir faire un match taille patron aussi, parce que si on refait encore un match comme on fait en Ligue 1 en ce moment, voilà, Mhm. mais si on refait le match qu'on a fait aujourd'hui, je pense qu'on peut, là, voilà, on a nos chances de se qualifier. Voilà, c'est pas fait, mais honnêtement, c'est pas mort, hein, c'est pas un résultat brutal non plus, on n'a pas perdu, hein. Dites-vous que si on prend le deuxième but
derrière sur l'erreur de Kondogbia. Là, par contre, je pense qu'on est beaucoup moins confiant. Donc voilà, il faut être optimiste. Hein. Nunca dejes de creer et on y croit. Pour les autres, Je pense que c'est super ouvert, c'est difficile de dire si on est confiant ou pas. Je vais à moitié répondre à la question, mais c'est vrai que j'ai du mal à dire que je suis confiant, parce que si je vais dire que je suis confiant et qu'au final ça se passe mal, on sera déçu. Mais euh, confiance en tout cas en les joueurs. Confiance en les joueurs, ça paraît un peu étonnant de dire ça quand on voit le niveau affiché ces derniers temps, mais je dirais que ces derniers temps, on a eu des discours assez positifs de Paul qui disait qu'il aimait bien la manière dont l'équipe était en train de se remettre en selle dans les vestiaires. Des joueurs qui disaient qu'ils lâchaient personne, que ce soit le coach, les joueurs, que les distorsions dans les vestiaires. Savic, il sera supporter éternel. Tout à fait. Ça, c'est des déclarations qui, effectivement, ne sont que des mots. Moi, j'attends les sacs toujours, mais c'est important d'avoir ce genre de discours, d'autant que Cholo a sous-entendu il n'y a pas longtemps que voilà, dans les années où le championnat était le plus compliqué, pourquoi pas tenter de faire un beau parcours en Ligue des Champions. C'est cohérent avec ce qu'on a vu ce soir. C'est-à-dire des joueurs, une équipe qui se fédère et qui se dit allez, cette fois-ci c'est la Ligue des Champions, on arrête, maintenant on est sérieux et on fait un bon match. Donc le fait de voir cette continuité entre ce qui a été dit et ce qui a été fait ce soir, ouais, ça me donne quand même un peu d'espoir. Alors la qualification c'est entre leurs mains, mais dans l'attitude ça me plaît. Donc pourquoi pas justement une année où l'Atlético va tout donner. Euh, on espère. En tout cas, il va falloir qu'ils prennent ce match avec encore plus de sérieux que ce soir, parce que bien jouer et ressortir avec un match nul, ce sera pas suffisant en retour. Bien. Et enfin, Loris, pour terminer. Moi, j'aimerais juste dire la citation d'un grand artiste qui se nomme Ro Félix, qui a dit nous devons travailler, nous améliorer, aller à Ultrafort pour gagner. Je pense il a tout dit. Voilà, donc n'oubliez pas qu'à l'extérieur, cette année en Ligue des Champions, l'Atlético a déjà 2 victoires à Porto. Une mythique, hein, Porto, on s'en souviendra souvent. Et à Milan, hein, un petit peu miraculeuse, mais quand même une victoire. C'est vrai que sur les 4 matchs à domicile, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné une seule fois. Hein, donc 2 matchs nuls Porto et ce soir, et défaite contre Liverpool et Milan. Mais voilà, à l'extérieur, apparemment, ça marche un peu mieux en Ligue des Champions pour l'Atlético. Bien, voilà, merci d'avoir suivi cette émission. On est déjà un peu plus d'une heure, je pense, 1h03 et 50 secondes déjà. Merci d'avoir été là. En tout cas, on se retrouve samedi, normalement. En tout cas, moi, je serai là. On verra qui sera disponible pour faire une émission samedi soir, 21h, match contre le Celta. Match important, évidemment. Il faut le gagner pour essayer de raccrocher ce top 4 vital en Espagne. Bonne soirée à tous. Merci et bonne nuit. Salut. Bonne soirée à tous. Salut. Salut.